Voilà, on va attaquer la deuxième partie. Et pour démarrer la deuxième partie de cette nuit de la lecture, Thibaut de Montalembert va nous faire une lecture d'un livre qui lui tient particulièrement à cœur, qui est Moby Dick de Melville. Allez Thibaut. Achab s'arrêta soudain près du pavois, ficha sa jambe d'ivoire dans le trou de tarière et, une main agrippant un haubans, il ordonna à Starbuck d'appeler un rassemblement général à l'arrière. « Capitaine » s'exclama le second, surpris par un ordre rarement, sinon jamais, donné à bord, sauf dans des cas extraordinaires. « Tout le monde à l'arrière » répéta Achab. « Oh ! Les hommes de vigie, là-haut, sur le pont !» Lorsque l'équipage tout entier fut réuni, les hommes l'observant avec une curiosité mêlée d'une certaine appréhension, car il ne ressemblait pas peu à l'horizon du côté du vent quand s'annonce une tempête, Achab, après avoir jeté un rapide coup d'œil par-dessus le pavois, puis promené un regard pénétrant parmi les marins, quitta sa place et reprit ses pesantes allées et venues, comme s'il n'y avait âme qui vive près de lui. Il continua ainsi, la tête penchée, le chapeau à demi rabattu sur les yeux, indifférent au murmure d'étonnement qui parcourait l'équipage. Stubb, à la fin, dans un chuchotement discret, dit à Flask qu'Achab avait dû les rassembler pour assister à une marche d'endurance. Mais Achab fit encore quelques pas et, s'arrêtant brutalement, s'écria « Que faites-vous quand vous voyez une baleine, matelot ?»« On crie à plein gosier ?» répondirent spontanément en chœur 20 voix. « Bien !» approuva Achab d'un ton âpre, en notant la joyeuse excitation dans laquelle les avait magnétiquement jetés sa question inattendue. « Et que faites-vous ensuite, matelot ? On affale un canot et suce à la baleine. Et quel est le refrain que vous entonnez quand vous poussez sur les avirons ? Meurt la baleine ou coule la pirogue !» Chaque cri rendait l'expression du vieil homme plus étrangement, plus joyeusement, plus véhémentement approbative, et les marins commençaient à se regarder les uns les autres avec attention, comme surpris que ces questions apparemment sans objet pussent les échauffer à ce point. Mais ils redevinrent tous, tout empressement, quand Achab, pivotant à demi dans son trou et levant haut le bras, pour saisir un hauban qu'il serra ensuite d'un geste presque convulsif, s'adressa à eux en ces termes. « Vous, les vigies, vous m'avez tous naguère entendu donner des ordres au sujet d'un cachalot blanc. Regardez bien. Vous voyez ce doublon espagnol ?» Il tenait levé dans le soleil une grosse pièce d'or. « Cette monnaie vaut 16 $, matelot. C'est un doublon. Vous le voyez bien. Monsieur Starbuck, passez-moi ce maillet. » Tandis que le second allait chercher le marteau, Achab, sans mot dire, frottait lentement la pièce d'or sur le pan de sa vareuse, comme pour en aviver le lustre, tout en fredonnant la bouche fermée, et le son qu'il produisait était si singulièrement assourdi et inexpressif qu'on aurait cru entendre le grondement continu des rouages de sa mécanique vitale. Prenant le maillet que lui apportait Starbuck, il s'avança vers le grand mât, brandissant le marteau d'une main et exhibant de l'autre le doublon. Puis, d'une voix forte, il s'écria « Celui d'entre vous qui me lèvera un cachalot à la tête blanche, avec un front ridé et une mâchoire tordue, celui d'entre vous qui lèvera ce cachalot à la tête blanche, avec une queue percée de 3 trous dans la nageoire tribord, celui qui me lèvera ce cachalot blanc, celui-là, mes petits gars, aura la pièce d'or. Hurrah! Hurrah!
crièrent les marins qui agitèrent leur suroît en manière de salut au moment où l'or fut cloué au mât. « C'est un cachalot blanc, vous dis-je, reprit Achab en jetant le maillet sur le pont. Un cachalot blanc. Soyez à l'affût, mes garçons. N'épargnez pas vos yeux. Guettez une eau blanche. Et même si vous n'apercevez qu'une bulle, donnez de la voix. » Tout ce temps, Tashtego, Daggoo et Queequeg l'avaient observé avec un étonnement et un intérêt plus vifs que les autres. Et à la mention du front ridé et de la mâchoire tordue, ils avaient tressailli, comme si chacun d'eux avait été personnellement touché par un souvenir particulier. « Capitaine Achab, dit Tashtego, ce cachalot blanc doit être celui que certains appellent Moby Dick. »« Moby Dick !» hurla Achab. « Tu connais donc le cachalot blanc, Tash ? Est-ce qu'il agite pas la queue de façon bizarre comme un éventail, monsieur, avant de sonder ?» demanda le marin de Gay Head d'une voix posée. « Il n'a pas aussi un souffle bizarre, tu es épais, même pour un spermacétie » interrogea Daggoo. « Et prodigieusement rapide, capitaine Achab. » Et il avoir aussi un dos droit, oh, beaucoup fer dans le cuir, capitaine, s'écria Queequeg en une phrase saccadée, tout tordu comme... Il cherchait éperdument le mot et faisait le geste de tourner la main comme s'il débouchait une bouteille, comme un tire-bouchon, lança Achab. Oui, Queequeg, il a dans le corps des harpons tordus et tortillés. Oui, Daggoo, son souffle est considérable, gros comme une meule de blé, blanc comme une montagne de laine de Nantucket après la tonte annuelle des moutons. Oui, Tashtego, sa queue s'agite comme un phoque qui a rompu son écoute dans la tempête. Par tous les diables, c'est Moby Dick que vous avez vu, mes garçons. Moby Dick, Moby Dick. « Capitaine Achab, dit Starbuck. Comme Stubb et Flask, il avait jusque-là observé son supérieur avec une surprise grandissante. Mais une idée lui vint enfin qui lui parut pouvoir expliquer cette scène étonnante. « Capitaine Achab, j'ai entendu parler de Moby Dick. N'est-ce pas Moby Dick qui vous a arraché votre jambe ?»« Qui t'a dit cela ?» s'écria Achab. Il se tut un instant. « Oui, Starbuck. Oui, mes braves. C'est Moby Dick qui m'a dématé. C'est à Moby Dick que je dois de me tenir debout sur ce moignon mort. Oui, oui, hurla-t-il, soudain secoué d'un sanglot terrible, puissant, animal, pareil à celui du grand cerf du Canada frappé au cœur. Oui, oui, c'est ce maudit cachalot blanc qui m'a rasé la mâture et a fait de moi un béquillard empoté jusqu'à la fin des temps. » Levant alors les deux bras vers le ciel, il continua dans un déchaînement d'imprécations. « Oui, oui, et je le pourchasserai au-delà du cap de Bonne-Espérance, au-delà du Cap Horn, au-delà du maelstrom de Norvège, au-delà des flammes de l'enfer, mais je ne renoncerai pas. Et c'est pour cela que vous êtes à ce bord, matelot, pour chasser ce cachalot blanc sur les deux océans, d'un bout à l'autre du globe, jusqu'à ce qu'il souffle du sang noir et roule sur son flanc. Qu'en dites-vous, mes hommes? Vous allez me prêter vos mains, non? Vous me semblez tous avoir la vaillance qu'il faut. Oui, oui, crièrent les harponneurs et les marins en s'approchant rapidement du vieil homme, au comble de l'excitation. Aiguisons nos regards, affûtons nos lances et piquons le cachalot blanc. Dieu vous bénisse, prononça-t-il d'une voix où le cri se mêlait aux sanglots. Dieu vous bénisse, marin. Commis, allez tirer la grande mesure de grog. Ayant reçu le pot d'étain plein à ras-bord, il se tourna vers les harponneurs et leur ordonna de présenter leurs harpons. Puis, il les fit s'aligner devant lui près du cabestan, leur arme à la main, tandis que ses trois lieutenants se tenaient à ses côtés avec leurs lances, et que l'équipage formait un cercle autour de ce groupe. Il demeura un instant à fouiller du regard le visage de chacun de ces hommes, et leurs yeux farouches rencontraient les siens, comme les yeux injectés de sang des coyotes, ceux de leur chef, avant que celui-ci ne s'élance à leur tête sur la trace du bison. Mais hélas, pour tomber dans le piège invisible de l'Indien,
Bois et fais passer !» cria-t-il au marin le plus proche de lui, tendant le quart pesamment empli. « Seul l'équipage boit maintenant. Passez le pot à la ronde. Cela se prend par petites gorgées, matelot, mais ça va à longs traits. C'est brûlant comme le sabot de Satan. Oui, parfait. Le pot circule comme il faut. Ce rhum descend en vous comme une vrille, vous met dans le regard la hargne venimeuse du serpent. Très bien, presque vide. Il est parti par ici, il revient par là. Donne-le-moi. Un trou, mes gaillards. Vous êtes comme les années. Toute une vie débordante disparaît en une lampée. Commis, remplis-le à nouveau. Maintenant, mes braves, écoutez. Je vous ai tous rassemblés autour de ce cabestan, vous, mes lieutenants, sur mon flanc avec vos lances, vous, les harponneurs, ici avec vos fers, et vous, vaillants matelots, faites un cercle autour de moi, afin que je puisse remettre à l'honneur, en quelque sorte, une noble coutume de mes ancêtres pêcheurs. Oh, homme, vous allez voir que... Ah, mon garçon déjà de retour, les mauvais sous ne reviennent pas plus vite, donne-le-moi, mais... Ce pot serait plein à ras-bord comme tantôt si tu n'étais secoué par la danse de Saint-Guy. Disparais, convulsionnaire! Avancez, mes lieutenants. Croisez vos lances devant moi. Très bien. Laissez-moi toucher leur centre. Ce disant, il tendit le bras, saisit au point où elles se croisaient les trois lances horizontales, disposées en rayon, et leur donna une secousse brutale, sans cesser de promener son regard attentif de Starbuck à Stubb, puis de Stubb à Flask. On eût dit qu'il s'efforçait par un acte de volonté proprement innommable de leur communiquer les sensations ardentes accumulées dans la bouteille de lead de son magnétisme intérieur. Les trois lieutenants reculèrent devant la puissance de ce visage mystérieusement concentré. Stubb et Flask détournèrent les yeux. L'honnête Starbuck baissa les siens. « Vaine tentative !» s'exclama Achab, « mais cela vaut peut-être mieux, car si vous aviez tous trois reçu, ne fût-ce qu'une fois, ce choc dans toute sa violence, qui sait si mon propre fluide électrique ne m'eût pas totalement abandonné et ne vous eût foudroyé. Mais s'il est possible que vous n'en ayez pas besoin, abaissez les lances. » Et maintenant, lieutenant, je vous nomme échanson de ces miens cousins, ces trois honorables gentilshommes païens, mes valeureux harponneurs. La fonction vous répugne? Quoi? Quand le grand pape lui-même lave les pieds des mendiants, se servant de sa tiare comme d'une aiguière? Oh, mes doux cardinaux, votre condescendance même vous fera plier les chines. Je vous en donne pas l'ordre, votre volonté le fera pour moi. Ôtez les aiguillettes et démanchez vos fers, harponneurs. Les trois harponneurs obéirent et se tinrent bientôt devant lui avec le dard dressé de leur harpon long de quelques 3 pieds. Ne dirigez pas vers moi ces poignards acérés, retournez-les, la pointe en bas. Ignorez-vous donc où se trouve le godet? Le soc en haut. Bien. À présent, avancez, chansons. Les fers, prenez-les et tendez-les-moi pendant que je verse. Aussitôt, passant lentement d'un officier à l'autre, il emplit les godets à ras-bord du feu liquide du pot d'étain. Vous voici maintenant réunis 3 par 3. Présentez les calices meurtriers, partagez-les, vous qui formez désormais une ligue indissoluble. Eh bien, Starbuck, la chose est faite. Le soleil attend pour délibérer et la ratifier. Buvez, harponneurs, buvez et jurez, mes hommes, vous qui armez l'avant de la pirogue meurtrière, mort à Moby Dick! Dieu nous prenne tous en chasse si nous ne chassons pas Moby Dick à mort! Les longs godets à barbe d'acier furent levés, et dans un tumulte de cris et d'imprécations contre le cachalot blanc, vidé simultanément à longs traits sifflants, Starbuck pâlit et se détourna en tremblant. Le pot, empli à nouveau, circula une dernière fois à la ronde parmi les hommes en délire. Sur un signe que fit Achab de sa main libre, tous se dispersèrent. Lui se retira dans sa cabine.
Merci, merci beaucoup, merci, merci. Merci. Bah de rien. Quel moment? Ah mais c'est magique, Moby Dick. C'est l'imprécation, c'est biblique, c'est un mythe. Je pensais tout à l'heure à ce que disaient nos deux amies quand elles sont venues. Elles disaient toutes les deux, en gros, et puis moi je l'ai dit aussi en premier d'ailleurs, que les livres servaient à conjurer quelque chose. Il y a quelque chose dans les mots. D'ailleurs, autrefois, quand on faisait de la magie, on écrivait quelque chose, des mots sur un papier qu'on cachait, qu'on mangeait même quelquefois, qu'on ingérait. Le mot, et le verbe se fait chair, mais enfin le mot c'est quelque chose qui libère, la parole libère, donc l'écrit libère. Je fais souvent des lectures publiques devant des auteurs qui ont écrit leurs livres, et je suis toujours très frappé et touché et ému par la façon dont ils reçoivent leurs écrits quand c'est lu par quelqu'un d'autre qui essaye aussi bien que possible de respecter leur écriture, parce que très souvent, d'abord, ils entendent des choses qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils avaient écrites. C'est-à-dire que forcément, quand on écrit, on a une musique dans la tête, on a sa propre musique. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir si les femmes ont une voix féminine et les hommes une voix masculine, mais peut-être ça change, je ne sais pas. En fait, on a une voix dans la tête qu'on suit, qu'on écoute, et tout d'un coup, quand on entend la voix de quelqu'un d'autre les dire, on entend ces mots et on s'aperçoit que derrière les mots, il y a autre chose. Et c'est vrai que Moby Dick, c'est un texte qu'on peut lire et relire indéfiniment, parce qu'il y a toujours autre chose derrière. Et Moby Dick, c'est un texte qui a un sens particulier aussi pour vous, puisque vous l'avez découvert et aimé avec votre frère Hugues. Oui, avec mon frère, qui est écrivain, qui est aveugle, qui a eu un accident, qui est devenu aveugle. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné le goût de ça. Donc le goût de cette lecture, oui, à voix haute. Le goût de dire. Le goût de dire, oui, le goût de dire. Vous lisiez beaucoup Moby Dick avec lui? Moby Dick, alors bon, il y a eu Moby Dick, il y a eu les frères Karamazov, Dostoïevski, on a parcouru. Mon Fred, beaucoup, parce que c'était des pays qu'il connaissait. Oui, il y en a eu des tas. Puis après, je lui ai enregistré les livres. Parce que comme il partait voyager, du coup, je lui ai enregistré les livres sur cassette d'abord. Et ensuite, voilà. Et vous continuez encore aujourd'hui à enregistrer beaucoup de... Et j'enregistre à peu près 2 livres par an, à peu près. Donc j'en suis à 20-25, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on se prépare justement pour enregistrer un livre, pour le lire à voix haute? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la lecture? D'abord, c'est un truc, c'est que quand vous enregistrez, vous êtes dans une espèce de boîte qui est grande comme cette table, et encore, la table est très grande. Un pupitre, un micro, une lampe, complètement fermée dans un endroit insonorisé. Il y a une vitre, on voit l'ingénieur du son, et on part pour un voyage qui dure 3 ou 4 jours. Moi, j'aime bien lire... pour l'instant encore, d'affilée, c'est-à-dire que je commence à 10h et je finis à 6h du soir. Ça veut dire que je m'enquille 6 heures dans la journée, mais c'est un vrai voyage. C'est pas du tout une peine ou un travail au sens de torture. C'est un vrai bonheur. Et c'est-à-dire qu'en plus de ça, ce que j'aime énormément dans la lecture des livres, mais c'est comme la radio aussi, c'est j'enregistre avec le casque. Donc on peut jouer avec le micro, raconter des choses tout bas, au creux de l'oreille. Au contraire, partir dans des imprécations. Et c'est cette chose-là, parce que le micro devient vraiment l'instrument, et l'ingénieur du son devient la personne avec qui on joue, en fait. Cette pratique de la lecture à voix haute a compté, j'imagine, dans votre parcours vers le métier, la trajectoire vers le métier de comédien. Oui, enfin, il y avait toujours dans la famille cette histoire de travail de la voix, puisque ma mère voulait être cantatrice.
Et donc elle avait fait des études pour devenir chanteuse classique, même si dans ce milieu, c'était pas vu d'un très bon œil. Et puis la guerre est arrivée et tout s'est arrêté, tout a changé, tout a été impossible, différent, etc. Puis il y avait mon grand-père qui était irlandais, et ça c'est l'autre côté, le côté Montalembert qui est un peu balai dans le cul, et puis l'autre côté qui était un peu plus fou comme ça. Et le grand-père irlandais notamment faisait du théâtre amateur, mais assez pointu quand même, avec ses amis, ses enfants, et il jouait les pièces à Laval, dans le théâtre de Laval. Donc il y avait toujours ce côté il y avait toujours quelque chose autour de la voix, autour du théâtre, autour du fait de chanter. Je me rappelle ma mère, quand on allait à la messe quand j'étais petit, c'était vraiment une tannée épouvantable parce que, évidemment, elle était ravie parce qu'elle chantait. Mais alors elle chantait, c'est-à-dire elle chantait comme une cantatrice, c'est-à-dire que l'église était pleine, mais on entendait une personne, c'était elle, ça partait comme ça. Et moi, petit garçon, je me tournais en me disant non, ce n'est pas ma mère, je ne connais pas cette femme, c'était épouvantable. Mais après, c'est vrai qu'elle me disait, mais place ta voix, place ta voix. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai gardées en moi et qui m'ont suivi. Elle avait une chose aussi, c'est que ma mère était handicapée, elle avait des nuits difficiles. Donc la nuit, pour se distraire, elle mettait la radio et elle chantait tous les opéras qu'elle connaissait par cœur. Et moi, je me mettais derrière la porte et j'écoutais. Et il y avait cette voix dans la nuit, comme ça, qui chantait Le Trouvère, Carmen, etc., etc. Alors, dans votre livre « Et le verbe se fait chair », vous parlez d'un texte, d'une lecture vraiment qui vous a aidé, poussé à aller au bout de votre envie d'être comédien. Je crois que c'est Henri Miller. Alors, c'est pas exactement que ça m'a poussé. Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est arrivé à un moment dans ma vie, je vais avoir 21 ans, et je suis tombé sur Sexus, Plexus, Nexus, la crucifixion en rose. Et ça a été un choc énorme, épouvantable, énorme. C'est-à-dire, de tout d'un coup, je rencontrais un homme qui empoignait sa vie à pleine main et qui secouait ses chaînes pour devenir ce dont il avait toujours rêvé de devenir, c'est-à-dire un écrivain. Il venait pas de là du tout, comme moi, même si, voilà, et c'est quelqu'un qui, dans ses 3 romans, raconte comment il se bat jour après jour pour acquérir ce métier. Comment est-ce qu'il a gagné ce métier, et puis ce désir de partir vers l'Europe, qui était la terre promise, artistique, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que je lisais tout à l'heure cette revue qui s'appelle America, oui, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Alors le numéro qui vient de sortir, c'est sur les races, et à l'intérieur de la revue, il y a toujours des interviews d'écrivains assez poussés. Et là, c'est Russell Bank. Et il dit, mais c'est très étonnant que vous, Français, veniez m'interroger, parce qu'en Amérique, personne n'interroge les écrivains sur ce qui se passe. Tout le monde s'en fout. Vous avez cette tradition de prendre le pouls des écrivains comme étant des gens qui ont la possibilité de dire quelque chose sur le monde. Aux États-Unis, pas du tout. Les écrivains sont considérés au mieux comme des amuseurs et au pire comme des parasites. Et voilà, c'est très intéressant de voir... Alexandre, c'est un sujet qui vous touche, que vous... C'est un peu sévère pour les États-Unis quand même. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intellectuel à la française, en tout cas. Voilà. Ils n'ont pas d'intellectuel. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des grands livres qui prennent en charge le monde tel qu'il est. Bien sûr. Quand on lit Russell Banks ou Richard Powers, etc., on a quand même des grands récits du monde tel qu'il est en train de se faire. Mais c'est justement parce que c'est quelqu'un comme lui qui est là-dedans et qui dit ça, c'est intéressant. Non, moi je suis très sensible à votre capacité, qui est celle exactement du théâtre, à vous projeter, à vous identifier. Il y a quelque chose d'assez magique, qui est l'opération même de la lecture. Durant la lecture, je suspends mon identité personnelle et je suis quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que vous avez fait avec Moby Dick. Donc on avait une double identification finalement. On avait notre identification à Moby Dick et votre identification à Moby Dick. C'était assez magique. On avait cette espèce de double transfert d'identité avec votre voix. Et je crois que c'est un des pouvoirs de cette lecture enregistrée, dont effectivement, et qui est en train de devenir, en parallèle avec le théâtre, une grande activité des acteurs. Je crois que ça prend beaucoup maintenant, les acteurs d'aujourd'hui, que de plus en plus. séances.
Alors, tous les acteurs ne sont pas des bons lecteurs, comme tous les auteurs ne sont pas forcément des bons lecteurs. C'est une chose... Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon lecteur? J'en sais rien. Très sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Je sais pas très bien. Parce que je connais d'excellents comédiens qui ne sont pas de bons lecteurs. Mais vraiment, des grands acteurs qui ne sont pas des bons lecteurs. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être comme on se met tout d'un coup à chanter faux. On ne sait plus pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi. Alors que les enfants chantent tous juste. Et à un moment, on se met à chanter faux. Pourquoi? Après, il faudrait creuser, mais voilà, je ne sais pas. Alors après, on avait fait une expérience très intéressante avec une amie qui s'appelle Nadine Egels et qui fait quelquefois des choses ici avec Texte et Voix, qui est une association qu'elle a créée il y a 20 ans, où justement elle fait lire par des acteurs des textes contemporains en présence des auteurs. Et on avait fait quelque chose sur les vies minuscules de Michon à l'Odéon, il y a ça une dizaine d'années. Donc il y a 7 vies minuscules, on n'avait pris que 5 acteurs, chacun une vie, et on avait fait ça à Berthier. Et à l'Odéon, ils avaient dit oui, un dimanche, il n'y aura pas grand monde, on va couper la salle en 2. C'était plein, il y a 800 personnes. Ça a duré 5 heures, parce qu'un chapitre, une vie, c'est 1 heure. Donc, et c'était très intéressant de voir 5 acteurs, c'est-à-dire il y avait Marcon, Martouret, Kester, moi, j'ai un trou avec le 5e. 5 instruments différents, 5 façons de prendre un même texte, puisque un même auteur d'un même livre, et on entendait des choses différemment. Alors, il y a les acteurs qui se mettent devant le texte, devant l'auteur, il y a des acteurs qui se mettent derrière, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est différent, c'est tout. Mais c'est intéressant, et personne n'est sorti, et c'est vrai que je m'aperçois que de plus en plus, les gens sont très très sensibles à la lecture. Pourquoi? Parce que ce que je disais tout à l'heure, moi je pense que l'espèce de satiété d'image qu'on peut avoir fait que tout d'un coup on est dans une salle, dans la pénombre, quelqu'un vous raconte une histoire et c'est vos propres images que vous vous fabriquez, vous êtes dans votre propre imaginaire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement relaxant là-dedans et très apaisant en fait. Et puis réconciliant aussi. Le fait d'être tous ensemble pour écouter une même histoire. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que moi j'ai une théorie. Je pense que c'est une théorie, hein, donc, et puis ça ne regarde que moi. Je pense qu'on est tous composés, mettons, de 5 couleurs. On a tous les mêmes couleurs. Ce qui change, c'est le dosage. Votre dosage est unique, le mien aussi, le tien aussi. Et en fait, le fait qu'on ait ces mêmes couleurs, avec des dosages différents, fait qu'on peut se parler et on peut se comprendre. Moi, quand je joue sur scène Tartuffe, par exemple, ou l'Avare, je vais me servir d'une couleur en moi que je connais, qui est quelque chose que j'aime pas, mais qui est là, qui est l'envie, qui est la mesquinerie, qui est l'avarice, une certaine forme d'avarice, et que je vais hypertrophier pour le personnage. Et ça va vous parler, parce que vous avez tous ça en vous. Donc, c'est ça la magie des mots et la magie du théâtre, c'est que des gens viennent depuis la nuit des temps, depuis que l'homme sait faire du feu pratiquement, et qu'il se réunit autour d'une flamme, des gens viennent pour qu'on leur raconte une histoire qui leur parle d'eux. Ça restera toujours, quoi qu'il arrive. Le cinéma peut-être disparaîtra. Peut-être le cinéma disparaîtra. Parce qu'il y a cette lecture aux enfants dont vous parlez dans votre livre. Ouais. La première voix qu'on entend, c'est peut-être celle de la mère ou du père qui lit un récit. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a entendu aussi avec tout à l'heure Carole et Adéide, qui nous parlait de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles lisaient à leurs enfants. Chose qu'on a entendue aussi chez vous, votre lecture à votre fils. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et qu'on va peut-être entendre avec François-Henri Désérable, qu'on s'apprête à recevoir pour le dernier questionnaire lecture de la soirée. François-Henri Désérable, un certain Monsieur Pichelny, c'est son livre paru aux éditions Gallimard. Alexandre. Alors ça, c'est vraiment un livre de lecteur. On parlait de Proust, ouais, qui était un lecteur-écrivain ou un écrivain-lecteur. C'est le cas de beaucoup d'écrivains contemporains. Pascal Quignard, enfin beaucoup de gens qu'on admire. Pierre Michon, qu'on citait tout à l'heure, et qui est une des grandes admirations de François-René Désérable. C'est un livre de lecteur parce que c'est l'histoire d'une rencontre lorsque François-Henri se retrouve un peu abandonné, sans moyen de déplacement en Lituanie, et qu'il tombe sur une façade où il voit comme ça un endroit où habitait un personnage mineur de Romain Gary dans La promesse de l'aube, et ça démarre une enquête, une très belle enquête sur la vérité en littérature, la vérité de Romain Gary qui s'inventait sa vie comme on le sait, sur aussi ce personnage-là. Est-ce que c'est
une histoire qui va dire les Juifs lituaniens, leur destinée funeste? Est-ce que c'est une image de Romain Gary? Et donc, tout le long du roman, on est dans une enquête sur l'imaginaire d'un personnage et sur les quelques traces qu'on peut avoir de ce personnage. D'où un texte qui est vraiment nourri de lecture, qui est nourri d'attitude à l'égard de la lecture. Il y a des formidables passages où Désérable raconte comment Oscar Wilde était ému par ses lectures au point de considérer que la mort de Rubempré était le plus tragique événement qui soit arrivé. Donc c'est un lecteur qui réfléchit sur un souvenir de lecture et qui parle d'autres lecteurs qui se souviennent de lecture. Et je crois que ça fait toute la valeur de sa présence pour nous ici ce soir. Absolument. François-Henri Désérable est avec nous. Tu te mets là et je vais décaler ça. Regarde. Non, tu te mets sur le dernier. Je vais te ramener un micro si tu préfères. Tu veux un autre micro? Voilà. Ça va, ça vous gêne pas? Non. François-Henri, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'avais très envie de vous rencontrer pour qu'on puisse partager effectivement l'immense lecteur que vous êtes. Alexandre vient de parler de Romain Gary, mais il y a plein d'autres auteurs dont on va pouvoir parler tous les deux ce soir. Alors, François-Henri, quel est votre rapport à la lecture? Mon rapport à la lecture, c'est l'essentiel de ma vie. Vous savez, il y a une phrase de Borges que j'aime beaucoup. Il disait « Certains se flattent des livres qu'ils ont écrits. Pour ma part, je suis fier de ceux que j'ai lus. » Eh bien, je crois que cette phrase, je pourrais la faire mienne. Et l'essentiel de mon temps, je le passe allongé sur un canapé, un livre à la main. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain, précisément, c'est parce que je voulais que, me trouvant un mercredi après-midi, allongé, avec un livre, on baisse la voix et avec une tonalité respectueuse, on dit « Chut, il travaille ». Et donc, la lecture fait partie de ma vie. Vous savez, il y a un livre de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, il s'appelle « Les mots », que tout le monde connaît évidemment, et il divise les deux parties de sa vie entre lire et écrire. Eh bien, voilà, je crois que ma vie aujourd'hui se divise entre lire et écrire. Mais je préfère la lecture à l'écriture. À l'écriture? Nous, on adore vous lire, en tout cas. Merci. Votre premier contact avec les livres, vos premiers souvenirs? C'est Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, j'avais 2 ans et demi. Ah oui. Que j'ai lu dans la langue originale, bien sûr. Non, c'était un truc qui s'appelait Vif Argent, avec lequel j'ai appris à lire en CP. Et c'était l'histoire d'un type qui s'appelait Joseph Valverdu, et donc c'était l'histoire d'un petit chiot qui était abandonné, qui était recueilli, qui jouait dans un cirque. Enfin, j'ai appris à lire avec ce livre. Avec ce livre. Voilà. Mais je ne l'ai pas relu depuis. Le premier livre qui vous a marqué? Le premier livre dont la lecture m'a vraiment marqué, je crois que c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'avais 13 ou 14 ans et j'étais à Chamonix à un stage de hockey sur glace, parce que je jouais beaucoup au hockey sur glace. Oui. Et je me souviens très bien de la lecture de ce livre que je lisais dans le dortoir pendant que mes compagnons de chambrée s'adonnaient à d'autres activités moins littéraires. Mais c'est un souvenir très marquant. Ouais, vraiment. Alors, le premier auteur que vous avez aimé? Dumas est un des premiers auteurs que j'ai vraiment aimé, mais le premier auteur dont j'ai vraiment aimé toute l'œuvre, c'est un auteur qu'a cité Thibaut de Montalembert. On a un peu honte de lire des extraits après lui. C'est Pierre Michon, dont il vient de parler, dont je trouve toute l'œuvre absolument fabuleuse, et dont Alexandre a beaucoup parlé aussi dans ses essais, notamment dans son essai sur les vies imaginaires de Plutarque à Michon. Pierre Michon, qui est vraiment un des plus grands auteurs, peut-être le plus grand auteur contemporain aujourd'hui, et qui est notre Flaubert contemporain.
C'est un beau compliment pour Pierre Michon. Ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire? Rien en fait, parce que la lecture m'emmerdait prodigieusement, moi, lorsque j'étais... non mais vraiment, pour moi c'était une sorte d'injonction scolaire, et tout ce qui m'intéressait c'était de jouer au hockey sur glace de 0 à 18 ans. Et j'ai commencé à prendre un véritable plaisir à lire à partir de 17-18 ans, mais au départ, non, la lecture, c'était quelque chose de... Non, pas du tout. Le premier livre qui vous a parlé d'amour? C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. J'entends une sorte de petit murmure d'approbation. Adélaïde en parlait tout à l'heure. Elle en a parlé tout à l'heure. Je me souviens très bien de ma lecture de Belle du Seigneur. J'avais poussé la porte d'une bibliothèque à Amiens, qui était la bibliothèque Louis Aragon. Alors, je ne savais pas qui était Louis Aragon à l'époque. Et je regarde les rayonnages et je vois ce très gros livre de 1110 pages dans l'édition Folio. Et je l'ouvre et je commence à lire Belle du Seigneur, avec cette arrivée de Solal qui est grimé en vieillard édenté et qui souhaite séduire Ariane, la femme d'un de ses subordonnés à la Société des Nations. Et ça commence par descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence, torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. À 2 reprises, hier et avant-hier, il avait été lâche et il n'avait pas osé. Aujourd'hui, en ce premier jour de mai, il oserait et elle l'aimerait. Dans la forêt, aux éclats dispersés de soleil, immobile, forêt d'antique effroi. Mais là, on a un peu de retard, donc j'ai pas le temps de lire les 1110 pages. Le livre que vous aimez offrir? Le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qui est un livre que je trouve absolument bouleversant et que j'ai lu lorsque j'avais 20 ans. J'étais étudiant à Lyon. Et donc, vous savez, quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et je l'avais lu entièrement à la FNAC. Il y avait une sorte de café à la FNAC. Et je l'avais lu entièrement au FNAC Café. Donc, j'étais venu 3 après-midi de suite. Et je me souviens très bien, à la fin du livre, je pleurais. Il y a 2 livres qui m'ont fait pleurer, c'est Belle du Seigneur et D'autres vies que la mienne. Et je me disais, ce con de Carrère est en train de me faire chialer au FNAC Café. Et je l'ai ensuite reposé en rayon, parce que je ne pouvais pas le payer. Enfin, je ne pouvais pas, si je pouvais, mais voilà, 20 balles quand on est étudiant, c'est énorme. C'est beaucoup. Et depuis, c'est le livre que j'ai le plus offert. Donc je me suis vraiment rattrapé. Le livre que vous avez le plus relu? C'est sans doute celui-là, plus les Michons. Ouais. Une citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement. Alors, vous nous avez déjà fait un premier cadeau, mais... Ah oui, alors c'est au tout début des 3 Mousquetaires, lorsque le père d'Artagnan s'adresse à son fils qui s'apprête à partir pour Paris, et il lui dit, il vous voit son fils, il lui dit, vous êtes jeune, vous devez être brave par 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et qu'il y a par conséquent 2 fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Ce qui change un peu du conseil un peu classique, ne rentre pas trop tard, couvre-toi bien en sortant, etc. Ouais, cette phrase m'avait marqué, et c'est vrai que il faudrait que tous les pères de famille, comme ça, prodiguent ces conseils-là à leurs enfants. Battez-vous à tout propos. La plus grande vertu de la lecture, selon vous? Je crois que c'est de chasser un des grands mots contemporains qui est l'ennui. Il y a beaucoup de livres aussi qui sont nés de l'ennui.
si Mary Shelley a écrit Frankenstein, c'est parce qu'en 1816, elle se retrouve à la Villa Diodati, au bord du lac Léman. C'est un été pourri, il pleut, elle est avec Byron, elle est avec son mari, et alors ils se racontent des histoires et elle commence à écrire Frankenstein. Si Proust a écrit La Recherche, c'est parce qu'il s'ennuyait un peu, il voulait revivre un peu tout ce qu'il avait vécu. Si Casanova a écrit ses mémoires, c'est parce qu'il se retrouvait dans le château de Dux en Bohême, et qu'il était un vieillard édenté qui ne pouvait plus séduire les femmes, qui ne pouvait plus faire la conversation aux hommes, et qui a donc décidé de revivre sa vie. Donc je crois qu'une des grandes vertus de la littérature, c'est de chasser l'ennui. Alors l'ennui a fait écrire des écrivains, et puis a fait en sorte que des lecteurs ne s'ennuient plus. Et à partir du moment où on aime lire, eh bien on ne peut plus s'ennuyer. Bon, si on a un livre sous la main. Alors, bon, si on a un bon livre sous la main, parce qu'on peut, voilà, on peut aussi avoir un Joël Dicker entre les mains, et ça, c'est... Est-ce qu'il y a un personnage de roman dont vous êtes tombé amoureux ou dont vous auriez pu tomber amoureux? Un personnage de roman dont j'aurais pu tomber amoureux, ouais. Je sais pas... peut-être Ariane dans Belle du Seigneur, ouais. En fait, on a, comme ça fait 1h30 que j'étais en coulisses, il y a une sorte de bouteille de vin donc je bois un peu d'eau Alors, votre titre de livre préféré, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il fallait qu'on prétende qu'en fait vous ne m'aviez pas posé les questions au préalable et il fallait que je... Si on avait voulu le faire, Carole tout à l'heure a complètement... D'accord, bon. Du coup, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir... Enfin, je peux pas donner l'impression d'avoir de l'esprit en répondant spontanément à des questions que vous m'avez déjà posées. Mais vous variez les réponses. Je varie la réponse. C'est vrai que je donne des réponses différentes à celles que Absolument, je vous avais. donc vous avez beaucoup d'esprit. Mais là, ma réponse est la même. Elle n'a pas varié. Il y en a 3. La Belle au bois dormant. Je trouve que c'est un très beau titre. Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. Mais le plus beau titre de la littérature, pour moi, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Alors, quelle est la place des livres dans votre maison? Je les classe, pour des raisons autant pratiques qu'esthétiques, par maison d'édition. Ouais. Alors, il y a les étagères blanches avec Gallimard et POL et Minuit. Il y a les étagères jaunes avec Verdier ou Grasset. Il y a certains auteurs qui ont leur propre étagère. Alors, il y a Pierre Michon, il y a Nicolas Bouvier, il y a Flaubert. Il y a une étagère qui est dévolue à la poésie, qui est juste à côté de mon lit. Ce sont mes livres de chevet au sens premier du terme. Donc oui, c'est par maison d'édition. Et du coup, vous vivez un peu dans une bibliothèque? Oui. Bon, à Paris, c'est assez facile. Enfin, quand on est un peu lecteur, on a peu de mètres carrés, donc on peut les remplir assez facilement. Avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance? La grande correspondance, enfin la correspondance de Flaubert est absolument extraordinaire. Ce qui est fascinant lorsqu'on lit la correspondance de Flaubert, c'est qu'on se rend compte que le génie n'existe pas. C'est-à-dire qu'on voit à quel point il est difficile pour lui d'écrire. Flaubert, d'ailleurs, lorsqu'il envoie des lettres à Louis, parce que pendant 4 ans et demi, il est en train d'écrire Madame Bovary, et quasiment chaque jour, il envoie une lettre à Louise Collet, et on peut suivre étape par étape la rédaction de Madame Bovary. Et alors il écrit des trucs comme « Quelle chienne de choses que la prose, je n'en peux plus. Hier j'ai fait mourir ma Bovary, j'avais si bien le goût de l'arsenic dans la bouche que je me suis donné 2 indigestions coup sur coup et que j'ai vomi tout mon dîner. » Donc on voit à quel point il était difficile pour Flaubert d'écrire. Donc si j'avais pu avoir une correspondance, ça serait avec Flaubert. Ou alors, bon, comme il est mort, avec Pierre Michon, qui d'ailleurs a écrit une très belle page sur la difficulté d'écrire de Flaubert. Pierre Michon dit « Il existe peut-être un moyen de sauver Flaubert, de sauver la vie de Flaubert. Sa prose n'a pas besoin de moi. C'est de supposer qu'il a menti, qu'il n'a jamais fait le moine ni le forçat. C'est de supposer qu'il n'a rien fait de ses 10 doigts la plupart du temps à croisser, qu'il a joui de la Seine, du vent dans les peupliers, de sa petite nièce mangeant des confitures, des grandes vaches dans les champs, des grandes femmes de temps en temps, de la débauche qu'est la lecture, de la luxure qu'est le savoir. Et que ça et là, de chic pour marquer le temps, pour épater les Parisiens, pour donner du travail à ces flagorneurs dans Paris, il soit tout de même monté dans son cagibi et y ait écrit quelques phrases parfaites qui lui venaient tout naturellement.
Bon, voilà, Bravo. selon Michon. Non, mais vous n'allez pas applaudir à chaque fois. Mais c'est magnifique à chaque voilà, fois la façon selon dont vous Michon, partagez. vous applaudissez Michon, mais voilà, selon Michon, la façon de sauver Flaubert. Mais on sait que Flaubert a souffert, a sué sur sa page, et je crois que c'est quelque chose d'assez réjouissant pour n'importe quel aspirant écrivain. Moi, je crois fondamentalement que ça peut paraître un peu démago, mais que tout un chacun est capable d'écrire comme Flaubert. Mais il faut s'en donner le mal, il faut vraiment travailler, il faut avoir un orgueil assez démesuré aussi, je crois. Et voilà. Mais c'est quand même très beau à chaque fois quand vous partagez ces pages. Mais on récite plus assez de... Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très ému. C'est très rare et c'est très beau. J'étais très ému d'écouter votre lecture tout à l'heure de Moby Dick. Moi, je serais incapable de réciter... Non, mais je serais vraiment... Et voilà, il faudrait qu'il y ait une sorte de fusion des deux. Et voilà, et bon, ça s'appellerait Fabrice Lucchini, quoi, après. Ils vont faire applaudir. Alors, François-Henri, est-ce que vous voulez partager avec nous le souvenir d'une lecture heureuse? Bien, il y a quelque temps, j'étais en Suisse, à Genève, là où est né Nicolas Bouvier, qui est pour moi un des plus grands écrivains, un écrivain voyageur. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont dû lire L'usage du monde, qui est son récit de voyage qu'ils ont commencé à Belgrade avec son ami Thierry Vernet dans les années 50 et qu'ils ont terminé en Afghanistan, qui est très beau. Là encore, je pourrais réciter quelques pages de Bouvier, mais en tout cas, la première page de L'usage du monde, nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais en de pareilles circonstances, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien. En vérité, on ne saurait dire ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ça donne un aperçu de la prose de Bouvier qui est absolument, moi, je trouve, sensationnel. Et j'étais donc à Genève où Bouvier a été enterré. Je crois qu'il est mort en 1998 et il est enterré dans un cimetière à Colonie, donc juste à côté de Genève. Et je vais voir sa tombe. Et il y avait des fleurs comme ça sur sa pierre tombale. Et quelqu'un avait glissé un petit mot comme ça dans les fleurs. Et c'était marqué « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel. » C'est beau. Magnifique. J'ose plus vous applaudir. Alors, je trouve ça... Oscar Wilde avait une très belle phrase. Il disait je me crois sourd lorsque je n'entends plus d'applaudissements. Alors, je trouve ça très beau de vous écouter, donc je propose qu'on lise peut-être que vous nous récitez. Oui, alors le truc, c'est que en fait, juste avant, j'ai voulu imprimer Éric Chevillard, Ouais, l'autofictif. Et bon, c'est un truc classique, quoi, panne d'imprimante. Bon. Et donc, je me suis envoyé quand même l'autofictif par mail. Et donc, je vais être obligé de le lire sur mon téléphone portable. Oui, on peut réciter autre chose. Ça fait un peu 21e siècle. Bon. Et alors, pour vous expliquer l'autofictif, donc Éric Chevillard est un écrivain vivant qui publie aux éditions de Minuit, qui a publié une 20aine de livres et qui, en parallèle, tient un blog chaque jour qui s'appelle l'autofictif, donc sur Internet, et sur lequel il poste depuis 10 ans 3 phrases par jour. Et je trouve que pour moi, c'est un des plus grands esprits contemporains. Et il vient d'ailleurs de publier un livre, là, à la rentrée de janvier, qui s'appelle « L'explosion de la tortue ». Alors, j'ai sélectionné quelques phrases comme ça, au hasard, dans l'autofictif.
Et il est publié également, donc l'autofictif est en ligne, mais il est aussi publié aux éditions de l'Arbre Vengeur. Alors donc j'ai sélectionné quelques phrases que je peux vous lire, donc il y en a pour 5 minutes, mais j'espère que ça vous donnera envie, en tout cas à ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir Éric Chevillard, et je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, puisqu'il est, il est déjà d'ailleurs passé par la maison de la poésie. Alors voilà une phrase. « Lorsque les enquêteurs parviennent à démontrer la culpabilité d'un assassin, celui-ci est condamné et jeté en prison. Or, tu peux bien rassembler les preuves les plus accablantes de la médiocrité d'un écrivain, des aveux signés de sa main, celui-ci continuera à se pavaner en tête des ventes. La réponse judiciaire est ici complètement inadaptée. » Alors une autre. « Trouvant dans l'herbe un fer à cheval, il s'empressa de jouer aux courses en serrant sur son cœur ce porte-bonheur. Mais le cheval sur lequel il avait parié toutes ses économies franchit la ligne bon dernier en claudiquant lamentablement. On devine pourquoi. Tu souffres ? Relativise. Représente-toi, par exemple, l'angoisse de la page blanche quand se penche sur elle Alexandre Jardin. Oh, il n'y a que dans ces livres que j'éprouve de telles émotions. À chaque fois qu'il conclut une de ces phrases par un point, mon cœur se met à battre follement, mon espoir se ranime. Renoncerait-il enfin à la littérature ? Dans le même genre, son roman a fait grand bruit en dévalant le toboggan de mon vide ordure. Alors là, il y en a une que j'aime beaucoup, mais que j'ai lue tout à l'heure à ma femme en venant, parce que je lui ai lu, on était dans le métro, et je lui ai dit, est-ce que tu peux lire les phrases de Chevillard ? Il me dit, celle que je devrais garder ou pas, et elle m'a dit, celle-là n'est pas bonne, mais moi je la trouve bonne, donc je vais quand même vous la lire. Les chaînes H&M, Gap, Comptoir des Cotonniers, Promode, Pimki, Carole, Jennifer, Etam et Princesse Tam Tam manifestent une inquiétude grandissante suite aux OPA de la librairie, au plaisir de lire de la littérature pointue, qui rachètent une à une leurs enseignes et leurs boutiques pour s'y déployer sauvagement. On rêve d'un monde où cette librairie se déploierait sauvagement. C'est un tour vicieux de la critique de demander à un livre d'être aussi ce qu'il n'est pas. Cela donne des commentaires du genre « Ce roman farcesque et de bout en bout hilarant ne s'interroge jamais, hélas, sur le douloureux tourment de l'homme promis au néant. » Ou, inversement donc, « Il manque peut-être à ce livre qui décrit si magistralement l'errance dans la poussière brûlante d'un peuple épuisé par la maladie et la famine, un peu de légèreté et de rieuse désinvolture. » En voyant ma compagne et mes filles échanger leur virus avec constance et gémir de concert, le front fiévreux, le ventre noué, tandis que je n'éprouve aucun dérangement, j'ai parfois un peu de mal à me représenter que j'ai pourtant bien là devant moi une future veuve et 2 orphelines. Ah là, il y en a une qui pourrait être très d'actualité. Mon contemporain n'a pas découvert le feu, il n'a pas inventé la roue, certes, mais synthétisant hardiment les travaux de ses pairs, il a été le premier à enflammer un pneu. Alors celle-là, bon, est un peu... Bon, vous allez voir. Qui n'a jamais... je l'ai mal. Qui n'a jamais cru se débarrasser de son acné juvénile en étalant sur son visage le sperme de ses masturbations, lançai-je à la tablée. Mais je fus lâchement abandonné à la solitude de mon témoignage par ses convives hypocrites, et, dès le lendemain, Paris me retirait mon mandat d'attaché d'ambassade auprès de la famille royale d'Angleterre. Je réclame qu'une autopsie de mon corps soit pratiquée après mon décès. Si le médecin légiste ne découvre sur ma personne nulle trace de coup ou de strangulation, ni de poison dans mes entrailles, alors Dieu sera clairement désigné comme responsable de ma mort. Je veux croire qu'il sera lourdement condamné. J'ai confiance en la justice de mon pays. Lasse de la domination masculine et désireuse de passer dans le camp des maîtres de ce monde, Marie-Astrid entreprit sa mutation d'un sexe à l'autre. Ingrat et pénible parcours administratif et médical. Prise quotidienne d'hormones, greffe d'un pénis confectionné avec la peau de ses seins, bref, un vrai chemin de croix. Au terme duquel, enfin, Marie-Astrid fut autorisée à se prénommer Jean-René et à porter la moustache. Hélas, il lui fallut renoncer à jouir des privilèges traditionnellement associés à cette condition,
puisque durant les longues années nécessaires à sa métamorphose, le pouvoir économique, social et domestique avait changé de main et que les femmes, désormais, tenaient le monde sous leur coupe. Une montagne de légumes à éplucher pour la soupe attendait Jean-René dans sa cuisine. Celle-là, je l'adore. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le baseball est un sport absurde et incompréhensible. Il est en effet bien aisé de deviner que ces règles aberrantes ont été fixées par des casseurs et des criminels désireux de favoriser la libre circulation de cette arme terrible, la batte, dont le véritable usage nous est révélé trop souvent au travers de faits divers sanglants. Reconnaissant toutefois que l'invention prétexte de ce prétendu sport collectif dénote chez ces brutes un esprit de ruse et d'astuce qui fit par exemple complètement défaut à Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov. Une petite dernière? Alors, 3 dernières. Allez. Quoi? Alors là, jamais je n'aurais pu soupçonner une telle chose, vraiment. Un voisin sans histoire, toujours aimable. Bon, attendez, entre nous, c'était toujours bonjour, bonsoir, ça n'allait pas plus loin. Mais un jour, par exemple, il m'a donné le coup de main pour monter la nouvelle machine à laver à l'appartement. Et maintenant, vous me dites qu'il est un lecteur de Christine Angot? Et là, je vous ai dit qu'il avait publié donc il venait de publier un roman, donc 2 dernières. Aujourd'hui sort en librairie mon nouveau roman que mon éditeur, ordinairement si vache avec moi, n'hésite pas à qualifier de remarquable. Que mon meilleur ami, dont la franchise si souvent me blesse, considère comme le livre le plus important de ces dernières années, et que ma compagne, qui me fait la vie si dure, tient pour un chef-d'œuvre. Je cite délibérément et par honnêteté les opinions de 3 personnes fort mal disposées à mon égard afin de ne pas passer pour complaisant. Et alors, son roman qui vient de paraître s'appelle « L'explosion de la tortue ». Et donc vous allez donc comprendre la dernière phrase. « Quand explose une tortue, la sérotonine que contenait son organisme se répand partout alentour et forme une flaque, d'abord, qui enfle jusqu'à se transformer bientôt en raz de marée, en tsunami. C'est un phénomène rare, toujours fascinant à observer. » Voilà. Donc c'est Éric Chevillard, l'auto-fictif, que vous pouvez suivre chaque jour en ligne sur Internet, et puis acheter les livres d'Éric Chevillard, qui est vraiment un auteur pas assez lu et qui pourtant figure parmi les auteurs les plus importants, je crois, de la littérature contemporaine. Et Alexandre sera sans doute d'accord avec moi. Il faut défendre Chevillard et il faut défendre aussi ces formes de lecture brève. La lecture, c'est pas seulement une journée entière au lit lorsqu'on est un peu malade à lire Moby Dick, c'est aussi lire Chevillard tous les matins. Donc sur l'auto-fictif, vous cherchez ça sur Internet et vous aurez quelque chose qui vous illuminera votre journée. Et je crois que tu l'as vraiment montré. Mais Hegel disait que la lecture du journal du matin était la prière de l'homme moderne. Voilà. Et je crois qu'on devrait substituer la lecture du journal du matin par celle des 3 aphorismes postés quotidiennement par Chevillard. Eh bien, merci beaucoup, merci François-Henri Désérable, pour tous ces partages et ces belles découvertes. Merci. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. En plus, je n'ai pas, mais évidemment, j'ai très envie de lire. Je ne connais pas du tout, mais en plus, tu es une bête de scène. Ouais. Et c'était très très beau de découvrir. C'est très beau quand il récite. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment très beau. Ça, c'est une chose tellement rare. Je connais très peu de gens. Je connaissais des gens de la génération d'avant qui faisaient ça, ouais. Mais des gens de son âge, je ne connais pas, moi, qui peuvent lire comme ça. Parce qu'il doit en avoir, j'imagine, il les a un peu préparés avant de venir. Mais quand même, on sent que il en est pétri et que c'est vraiment une matière à méditation quotidienne. Donc c'est intéressant. Alors Thibaut, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de poésie ce soir, qu'on se quitte pas sans avoir parlé de poésie. Oui, que voulez-vous en dire? Je sais que vous avez travaillé beaucoup le texte de Rimbaud, Les Illuminations, que vous avez lu ici même d'ailleurs. Ah oui. Et j'avais envie de vous faire raconter une petite anecdote. Oui, alors, il s'est trouvé que sous les injonctions répétées d'un de mes amis, j'ai été dans un appartement une nuit à Paris, un samedi, et j'ai pris de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est la
drogue, c'est une drogue, qui est employée par les hommes médecine en Amazonie et qui leur servent notamment à fabriquer des médicaments, des potions, des poisons, etc. Alors pourquoi est-ce que ça leur sert à ça? Parce que ça leur permet de se mettre dans un état de transe, ou pas forcément de transe, mais en tout cas de perception directe qui leur permet à eux de rentrer, ce qu'ils disent en tout cas, en contact avec l'âme des plantes, et c'est les plantes elles-mêmes qui leur disent. Au départ, il y avait ce type qui s'appelait Jérémy Narby, qui avait écrit dans les années 70 pas un roman, non, une thèse qui s'appelle Le serpent cosmique. Il a passé un certain temps comme ça chez les Indiens en Amazonie pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et puis il se rendait compte que les Indiens qui étaient malades allaient voir cet homme qui était là, et qui était donc le chaman, qui leur donnait des potions. Il disait, mais comment tu sais comment leur donner? Il disait, mais c'est l'âme des plantes, enfin c'est la reine des plantes, c'est l'ayahuasca qui me dit quoi donner. Bon, bref, je me retrouve dans un appartement à Paris à prendre de l'ayahuasca. C'est-à-dire que j'ai passé une nuit. Alors, quand vous prenez l'ayahuasca, il faut savoir une chose, c'est que vous commencez par dégueuler vos tripes. Donc, on vous donne un verre d'ayahuasca avec une bassine. Ça va avec. Donc, on boit le verre et on attend. Et alors, tout le monde se met à gerber. C'est très agréable. C'est d'un fun. Et ensuite, il se passe pour chacun des choses. Et moi, je n'ai pas vomi, mais je suis resté comme ça toute la nuit avec tous ces gens qui étaient, et moi aussi, qui étaient dans un état où on était, surtout ce qui était très étonnant, c'est effectivement j'avais la sensation physique qu'on était complètement tous reliés, mais reliés physiquement. C'est-à-dire que la pensée de quelqu'un, je posais ma main sur quelqu'un, je voyais. J'avais une amie qui était avec moi, qui pleurait, très calmement, mais elle a pleuré toute la nuit. Donc, je posais la main sur elle et je voyais des serpents, des dragons, des monstres, etc. J'enlevais la main, ça s'arrêtait, je reposais, ça recommençait, j'enlevais, ça s'arrêtait. C'était la télévision, vraiment. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu pleurais? Elle me disait, oui, j'avais besoin, je ne sais pas, ça sortait. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu voyais? Elle me disait, je voyais des serpents, des dragons, vous voyez ça, quoi. Bon. Bref, il se trouve que je jouais en même temps ici un spectacle sur Rimbaud. C'était il y a quelques années, c'était il y a plus de 10 ans. Et un spectacle à base qui était des lectures, lectures récitatives comme ça de poèmes de Rimbaud. Donc le petit matin arrive, puis le grand matin, et puis vers 11h, je me dis il faut absolument que je sorte de cet endroit parce que quand même à 3h, il faut que je sois ici, il faut quand même que je me réveille, donc très doucement, tout le monde était... On était dans un immense salon, il y avait 20 personnes sur le tapis qui étaient là depuis 15 heures. Voilà, bon. Et je me retrouve ici, dans la coulisse, et je m'allonge sur le sol de la loge, et je me dis, comment je fais? Comment je vais faire? Parce que j'avais vraiment la sensation qu'un camion m'était passé dessus, quoi. J'étais comme ça. Je me suis dit, faut y aller, hein, faut y aller. Donc j'y suis allé, et là, il s'est passé une chose très étonnante, c'est que j'ai récité Rimbaud, et c'était les Illuminations, et c'était... Je disais les mots et je voyais les mots. C'est-à-dire les mots, les objets, je les voyais. J'envoyais aux gens des pierres, des arbres, des fleurs, des flamboiements, des couleurs, des choses comme ça qui sortaient de ma bouche. C'était extraordinaire. Et alors, j'avais 2 amis dans la salle qui m'ont dit, écoute, il s'est passé quelque chose. Ça, on ne peut pas dire, il s'est passé quelque chose. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Alors, est-ce que ce soir on partagerait un peu? Un peu? Oui. Alors je vais lire 2 choses. Je vais vous lire. J'aime beaucoup Claudel. La langue de Claudel. Donc je vais vous lire 2 poèmes de Claudel qui sont des poèmes sur Verlaine et que je vais entrelarder de 2 poèmes de Rimbaud qui se répondent par rapport un peu à ça. Avec plaisir. Approche. Ça va? Thibaut de Montalembert. Où ça? Le faible Verlaine. L'enfant trop grand, l'enfant mal décidé à l'homme, plein de secrets et plein de menaces, le vagabond à longues enjambées qui commence
Rimbaud, et qui s'en va de place en place, avant qu'il ait trouvé là-bas son enfer aussi définitif que cette terre le lui permet, le soleil en face de lui pour toujours et le silence le plus complet. Le voici pour la première fois qui débarque, et c'est parmi ces horribles hommes de lettres et dans les cafés, n'ayant rien autre chose à révéler sinon qu'il a retrouvé l'éternité, n'ayant rien autre chose à révéler sinon que nous ne sommes pas au monde. Un seul homme dans le rire et la fumée et les bocs, tous ces lorgnons et toutes ces barbes immondes, un seul a regardé cet enfant et a compris qui c'était. Il a regardé Rimbaud et c'est fini pour lui désormais du Parnasse contemporain et de l'échoppe où l'on fabrique ces sonnets qui partent tout seuls comme des tabatières à musique. Ni rien ne lui est plus de rien, tout est cassé, ni sa jeune femme qu'il aime, pourvu qu'il suive cet enfant. Qu'est-ce qu'il dit au milieu des rêves et des blasphèmes? Comprenant ce qu'il dit à moitié, mais cette moitié suffit. L'autre regarde ailleurs, d'un œil bleu, innocent de tout ce qu'il entraîne après lui. Faible Verlaine, maintenant reste seul, car tu ne peux plus aller plus loin. Rimbaud part, tu ne le verras plus, et ce qui reste dans un coin, écumant, à demi fou et compromettant pour la sécurité publique, les Belges l'ont soigneusement ramassé et placé dans une prison en briques. Il est seul, il est en état parfait d'abaissement et de dépossession. Sa femme lui notifie un jugement de séparation, la bonne chanson est chantée, le modeste bonheur n'est plus. À 1 mètre de ses yeux, il n'y a plus que le mur qui est nu. Dehors, le monde qu'il exclut, et au-dedans, Paul Verlaine. La blessure et le goût en lui de ces choses qui sont autres qu'humaines. La fenêtre est si petite là-haut qu'elle ne permet de voir que l'azur. Il est assis du matin jusqu'au soir et regarde le mur. L'intérieur où il est de ce lieu qui le préserve du danger, de ce château par qui toute la misère humaine est épongée, pénétré de douleur et de sang comme le linge de la Véronique, jusqu'à ce qu'y naisse enfin cette image et cette face qu'il implique, du fond des âges rédivive au devant de sa face hagarde, cette bouche qui se tait et ses yeux peu à peu qui le regardent. L'homme étrange, peu à peu, qui devient mon Dieu et mon Seigneur. Jésus plus intérieur que la honte, qui lui montre et qui lui ouvre son cœur. Et si tu tentas d'oublier le pacte à cette heure que tu fis, lamentable Verlaine, poète, oh, comme tu t'y es mal pris. Cet art, honorablement de vivre avec tous ces péchés qui sont comme s'ils n'étaient pas du moment où nous les tenons cachés, cet art qui nous vient comme de cire d'accommoder l'évangile avec le monde, comme tu n'y as rien compris, espèce de soudard immonde. Glouton, que le vin dans ton verre fût court et que la lie en fût profonde. La mince couche d'alcool dans ton verre et le sucre artificiel, comme tu te pressais d'en finir afin de trouver le fiel. Que le marchand de vin fût court à côté de l'hôpital, que la triste débauche fût courte à côté de la pauvreté fondamentale. 20 années par les rues latines, si grande qu'elle fut un scandale à tous les yeux, privation de la terre et du ciel, manque des hommes et manque de Dieu, jusqu'à ce que le fond même de tout, il te fut permis d'y mordre et de mourir dessus cette mort qui était selon ton ordre, dans cette chambre de prostituée, la face contre la terre, aussi nue par terre que l'enfant quand il sort tout nu du ventre de sa mère. Vagabond. Pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus,
Je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse, et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule. L'irréductible. Il fut ce matelot laissé à terre et qui fait de la peine à la gendarmerie, avec ses 2 sous de tabac, son casier judiciaire belge et sa feuille de route jusqu'à Paris. Marin dorénavant sans la mer, vagabond d'une route 100 kilomètres, domicile inconnu, profession, pas, Verlaine Paul, homme de lettres. Le malheureux fait des vers, en effet, pour lesquels Anatole France n'est pas tendre. Quand on écrit en français, c'est pour se faire comprendre. L'homme tout de même est si drôle avec sa jambe raide qu'il l'a mis dans un roman. On lui paye parfois une blanche. Il est célèbre chez les étudiants. Mais ce qu'il a écrit, c'est des choses qu'on ne peut lire sans indignation, car elles ont 13 pieds quelquefois et aucune signification. Le prix Arconde d'Espérouse n'est pas pour lui, ni le regard de Monsieur de Montion qui est au ciel. Il est l'amateur dérisoire au milieu des professionnels. Chacun lui donne de bons conseils. S'il meurt de faim, c'est sa faute. On ne se laisse pas faire par ce mystificateur à la côte. L'argent, on n'en a pas trop pour messieurs les professeurs, qui plus tard feront des cours sur lui et qui sont tous décorés de la Légion d'honneur. Nous ne connaissons pas cet homme et nous ne savons qui il est. Le vieux Socrate chauve grommelle dans sa barbe emmêlée, car une absinthe coûte 50 centimes et il en faut au moins 4 pour être soûl. Mais il aime mieux être ivre que semblable à aucun de nous, car son cœur est comme empoisonné depuis que le pervertit cette voix de femme ou d'enfant ou d'un ange qui lui parlait dans le paradis. Que Catulle Mendès se garde la gloire et Sully Prudhomme ce grand poète. Il refuse de recevoir sa patente en cuivre avec une belle casquette. Que d'autres gardent le plaisir avec la vertu, les femmes, l'honneur et les cigares. Il couche tout nu dans un garni avec une indifférence tartare. Il connaît les marchands de vin par leur petit nom. Il est à l'hôpital comme chez lui. Mais il vaut mieux être mort que d'être comme les gens d'ici. Donc, célébrons tous d'une seule voix Verlaine, maintenant qu'on nous dit qu'il est mort. C'était la seule chose qui lui manquait. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que nous comprenons tous ces vers maintenant que nos demoiselles nous les chantent avec la musique que de grands compositeurs y ont mise et toutes sortes d'accompagnants séraphiques. Le vieil homme à la côte est parti. Il a rejoint le bateau qui l'a débarqué et qui l'attendait en ce port noir, mais nous n'avons rien remarqué, rien que la détonation de la grand voile qui se gonfle et le bruit d'une puissante étrave dans l'écume. Rien qu'une voix comme une voix de femme ou d'enfant, ou d'un ange qui appelait « Verlaine !» dans la brume. L'éternité. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer aller avec le soleil.
Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là, tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise « enfin ». Là, pas d'espérance, nulle oriéture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer, aller avec le soleil. Alors, cette nuit de la lecture va se transformer en marathon de la lecture. Alexandre, on va recevoir Adélaïde à nouveau, qui avait envie de partager avec nous un texte de Charlotte Delbo. Je voulais qu'on en parle un petit peu, juste avant qu'Adélaïde nous lise ce texte. Je repars. Non. C'est parfait. Je ne sais pas quel texte elle va partager de Charlotte Delbo. Moi, je me souviens que les passes que Charlotte Delbo a consacrées à la manière dont à Auschwitz, elle essayait de se remémorer des poèmes pour parvenir à vivre, sont parmi les plus beaux hommages qui aient jamais été donnés à la littérature. Et c'est peut-être cela dont elle va nous parler. Surprise. Un matin de janvier 1943, nous arrivions. Les wagons s'étaient ouverts au bord d'une plaine glacée. C'était un endroit d'avant la géographie. Où étions-nous? Nous devions apprendre plus tard, 2 mois plus tard au moins, nous, celles qui 2 mois plus tard étaient encore en vie, que l'endroit se nommait Auschwitz. Nous n'aurions pu lui donner un nom. Au début, nous voulions chanter, comme elles étaient déchirantes, ces voix qui se brisaient, répétant des mots qui ne faisaient plus se lever aucune image. Les trépassés ne chantent pas. Mais à peine ont-ils ressuscité qu'ils font du théâtre. Ainsi en était-il d'un petit groupe qui avait survécu à 6 mois du camp de la mort et avait été envoyé à quelque distance de là, dans ce commando privilégié. Il y avait des paillasses pour dormir, de l'eau pour se laver. Le travail était moins dur, quelquefois à l'abri, quelquefois assis. Nous, qui tenions mal debout au sortir de la mort, traverser un petit pré en portant un panier vide exigeait un effort et une volonté extraordinaires. Après quelque temps, nous reprenions apparence humaine. Après quelque temps, nous pensions au théâtre. L'une de nous racontait des pièces aux autres qui se groupaient autour d'elle, bêchant ou sarclant. On demandait « Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ?» Bientôt, nous songions à monter une pièce, rien de moins, sans texte, sans moyen de nous en procurer, sans rien, et surtout si peu de temps libre. Vous direz qu'on peut tout enlever à un être humain, sauf sa faculté de penser et d'imaginer. Et vous ne savez pas. On peut faire d'un être humain un squelette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de penser, la force de penser. L'imaginaire est le premier luxe du corps qui reçoit assez de nourriture, jouit d'une frange de temps libre, dispose de rudiments pour façonner ses rêves. À Auschwitz, on ne rêvait pas, on délirait. Le passé ne nous était d'aucun secours, d'aucune ressource. Et voilà que dans ce petit camp, nous revenions à la vie et tout nous revenait, tous les désirs, toutes les exigences. Nous aurions voulu lire, entendre de la musique, aller au théâtre. Nous allions monter une pièce. N'avions-nous pas le dimanche libre et 1 heure le soir? Claudette, qui travaillait au laboratoire où elle avait table, crayon et papier, entreprend de réécrire le malade imaginaire de mémoire.
le premier acte achevé, les répétitions commencent. J'écris cela comme si ça avait été aussi simple. On a beau avoir une pièce bien en tête, en voir et en entendre les personnages, c'est une tâche difficile à qui relève du typhus et constamment habitée par la faim. Une réplique était souvent la victoire d'une journée. Et les répétitions, elles avaient lieu après le travail, après le souper, puisqu'on disait le souper pour 200 grammes de pain dur et 7 grammes de margarine. À ce moment où l'on éprouve davantage la fatigue dans une baraque gelée et sombre. User de persuasion, de menaces, faire appel à l'esprit de camaraderie, manier la flatterie et l'injure était le lot quotidien des animatrices. Chaque soir, battant la semelle et battant des bras, c'était en décembre, nous répétions. Le jour fixé pour le spectacle, le dimanche après Noël, approchait. Eva, la dessinatrice, fait une affiche qu'on fixe à la porte intérieure de la baraque le samedi, après la dernière ronde des SS. Et pourquoi une affiche, quand tout le monde était au courant? C'est qu'enfin, nous sommes dans l'illusion. Une affiche en couleur où on lit « Le malade imaginaire d'après Molière par Claudette ». Costume de Cécile, mise en scène de Charlotte, agencement scénique et accessoires, Carmen. Suit la distribution avec Lulu dans le rôle d'Argan. Mais notre pièce était en 4 actes. Nous n'étions pas arrivés à retrouver la coupe de Molière. Pour autant, que je me souvienne, tout y était. Dès le matin, perdant pour la première fois souci de la soupe, des corvées et du pain, nous nous affairons. Ce que Cécile réussit à faire avec des tricots muets en pourpoint et en casaque, des pyjamas, comment nous les avions eus et trop longs à raconter, transformés en autre chose, est presque inimaginable. Le rayé s'était révélé immétamorphosable. Heureusement, nous utilisions pour sélectionner les graines des espèces de cages en tulle, et voilà le tulle devenu jabot, manchette, canon, nœud, écharpe, une poudre jaune-vert dont je ne sais pas la composition, peut-être un insecticide, sert au maquillage des médecins, bilieux à merveille. On crie dans le dortoir « Toutes celles qui ont leur tablier noir propre, prêtez-le, tout de suite s'il vous plaît, l'habilleuse attend !» Et avec 6 tabliers, Cécile drape un médecin qu'elle coiffe d'un cône de carton noirci à l'encre, autour duquel elle a fixé des copeaux de bois en mèche raide. Hélas, nos cheveux, rasés à l'arrivée, n'ont encore que quelques centimètres. Par contre, on a des cannes. Ce sont des bâtons enrubannés de tulle. Les tables du réfectoire, débarrassées de leurs pieds, sinon la scène eût été trop haute dans la baraque très basse de plafond. Juxtaposées, figure une estrade. Les couvertures, habilement manœuvrées par Carmen, qui a un marteau, des clous et de la ficelle qu'elle avait longtemps convoité avant de réussir à les voler au SS Jardinier, les couvertures forment un rideau. D'autres couvertures clouées aux fenêtres obscurcissent la salle. Seule est éclairée la scène où Carmen, électricien autant que machiniste, a installé une baladeuse en projecteur. Où a-t-elle volé cela? Je t'expliquerai. Pour le moment, elle cloue, elle attache. On a aussi des coulisses, couvertures et ficelles, et une souffleuse avec le texte, s'il vous plaît. On frappe les 3 coups, le rideau se lève, non, il s'écarte. Argan, dans un fauteuil fait de caisses que cachent des couvertures, lui-même enveloppé de couvertures, agite sa sonnette, une boîte de conserve où est logé un morceau de verre, je crois. Le rideau se lève. C'est magnifique. C'est magnifique parce que Lulu est une comédienne née, ce n'est pas seulement par son accent marseillais qui fait penser à Rému, mais par son visage bouleversant de naïveté vraie, cette nature d'humanité, de générosité. C'est magnifique parce que quelques répliques de Molière, ressurgies intactes de notre mémoire, revivent, inaltérées, chargés de leur pouvoir magique et inexplicable. C'est magnifique, parce que chacune, avec humilité, joue la pièce sans songer à se mettre en valeur dans son rôle. Miracle des comédiens sans vanité, miracle du public qui retrouve soudain l'enfance et la pureté qui ressuscite à l'imaginaire. C'était magnifique, parce que pendant 2 heures,
sans que les cheminées aient cessé de fumer leur fumée de chair humaine. Pendant 2 heures, nous y avons cru. Nous y avons cru. Plus qu'à notre seule croyance d'alors, la liberté, pour laquelle il nous faudrait lutter 500 jours encore. Je pense que cette lecture d'Adélaïde est une belle conclusion à notre nuit de la lecture partagée tous ensemble ce soir. Beaucoup d'émotions. C'est ça que moi, il n'y a pas grand-chose à dire après ça, mais c'est vraiment, on est au cœur même de ce que c'est que la littérature et ce que ça peut apporter, transformer, aider. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ça peut encore fonctionner comme ça ? Sûrement, je ne sais pas, mais sûrement. De toute façon, c'est la faculté de rêver qui est importante et que la littérature traduit. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre là. Et c'est ce qu'on a partagé tous ensemble, tout au long de cette soirée. Merci à vous tous. Alexandre, peut-être ? Je trouve que pour une activité improductive, asociale, totalement inadaptée au temps connecté, la lecture se porte plutôt bien. Bon. Eh bien, merci à tous pour votre présence, pour cette belle soirée. Merci Thibaut. Merci Alexandre. Adélaïde peut nous rejoindre, mais je ne sais pas si elle m'entend. François-Henri. Vous venez ? Viens. Carole et François-Henri, il est où ? Ah ben voilà. Comment ça ? Tu es dans les coulisses ? Eh bien très bien. Voilà. Merci. Merci Thibaut pour le rêve, pour le partage, Adélaïde. Voilà. Et merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.